Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Gatemery et je suis Anne Gersar, sa fondatrice. L'intention de ce podcast est de challenger notre définition de la réussite. Parce qu'au fond, qu'est-ce que réussir ? À quel moment on peut se dire que l'on a réussi notre vie ? Chaque lundi, j'invite des entrepreneurs, des salariés, des artistes ou encore des sportifs. Et leur point commun, c'est qu'ils semblent avoir trouvé leur vocation. Pendant environ 1 heure, je vais décrypter l'envers du décor de leur parcours, notamment leurs questionnements, leurs doutes et leurs prises de décision qui leur ont permis de redonner plus de sens à leur carrière. Mon objectif est de vous nourrir de ces parcours de vie pour que vous puissiez à votre tour inventer votre propre réussite. Si ma démarche vous plaît et que vous voulez me soutenir, c'est très simple. Mettez-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou bien partagez le podcast à vos amis sur les réseaux sociaux. Bref, chaque geste compte et ça me donnera un gros coup de boost. Allez hop, je laisse place à l'épisode de la semaine. L'épisode que vous allez écouter a été enregistré en juin 2020. Lorsque l'actuel ministre délégué de l'égalité femmes-hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, Elisabeth Moreno, n'était pas encore nommée. Au moment de l'enregistrement, elle était directrice générale de HP Afrique et était basée en Afrique du Sud, à Johannesburg. La semaine prochaine, je vous partagerai un nouvel épisode qui a été enregistré en mars 2021, dans lequel Madame la ministre nous parlera de ses actions dans sa fonction au gouvernement. Pour ce nouvel épisode de Gatemery, je reçois Elisabeth Moreno, directrice générale de HP Afrique et anciennement directrice générale de Lenovo en France. Quand je pense à Elisabeth, le mot pétillante me vient directement en tête. Cette femme pleine de vie a eu un parcours de vie incroyable, loin des sentiers battus. Immigrée en France dès son plus jeune âge et aînée d'une fratrie de 6 enfants, Elisabeth a dû apprendre à se débrouiller toute seule très vite. Son diplôme de droit en poche, elle se rend vite compte, après son premier stage, que l'idée qu'elle se faisait du droit n'était pas la bonne et se jette dans l'entrepreneuriat à peine 23 ans. 10 ans plus tard, elle découvre le salariat avec un poste chez France Télécom avant d'intégrer le géant américain Dell où elle restera pendant 12 ans. Le plafond de verre, Elisabeth le connaît bien et elle réussit à le percer en devenant directrice générale de Lenovo en France, puis directrice générale de HP en Afrique. J'ai connu Elisabeth lorsque je travaillais sur le continent africain. On s'est croisés dans plusieurs pays. Et quand j'ai lancé ce podcast, c'est une des premières personnes à qui j'ai pensé. J'ai notamment voulu l'avoir sur ce podcast parce qu'elle est l'exemple parfait d'une personne qui a eu plusieurs vies en une. D'entrepreneur à salarié, du BTP aux technologies en passant par la télécommunication. Elisabeth s'adapte dans tous les environnements, avec un seul mot d'ordre, l'apprentissage permanent. J'ai passé un excellent moment avec Elisabeth et vous allez voir, cet épisode est un shoot de dynamisme et d'énergie. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec Elisabeth Moreno. Bonjour Elisabeth. Bonjour Enger. Je suis très contente, vraiment, de vous recevoir sur Gatemery. Et c'est un plaisir pour moi également. Merci beaucoup de votre invitation. Je vous en prie. Alors, quand vous étiez petite, vous avez connu un drame familial qui vous a marqué au fer rouge. Sans faire de jeu de mots, est-ce que vous pouvez me dire les conséquences que ça a eu sur votre vie ? Je pense que vous avez raison de dire que ça m'a marqué au fer rouge parce que je pense que chaque individu a des étapes dans sa vie et moi, quand je pense à la mienne, tout démarre à partir de l'âge de 6 ans, comme si avant, en fait, tout ce qui s'était passé avant, c'était de l'insouciance. Mais à partir de ce drame domestique qui a failli coûter la vie de ma sœur, et puis en plus j'étais à l'origine de cet accident domestique, ma vie a totalement été chamboulée et je crois que en une matinée j'ai pris 10 ans et je suis devenue adulte à partir de l'âge de 6 ans. Et vous avez 5 frères et sœurs, c'est ça ? Absolument, c'est ça. On est 6 enfants, on est 4 filles et 2 garçons et j'ai à la fois la chance et la malchance d'être l'aînée. Je dis la chance parce que on a une relation absolument magnifique avec mes sœurs et frères et rien que pour vous donner une idée, là en ce moment pendant le confinement, tous les dimanches, on a une conférence, une vidéoconférence parce qu'on a besoin de se parler, on a besoin de se voir, on a besoin de rire.
On est donc extrêmement proches. La malchance, parce que étant une fille aînée d'une grande famille, comme dans toutes les familles africaines, j'ai très très vite endossé des responsabilités qui dépassaient ce qu'on pourrait considérer comme normal pour une jeune fille, une petite fille. Mais c'est aussi certainement grâce à ça que je suis devenue ce que je suis, parce que j'ai très très vite appris le sens des responsabilités et j'ai très très vite appris ce que c'était quand les gens comptent sur vous dans les bons moments, mais surtout dans les moments difficiles et où vous n'avez pas le droit de flancher parce que quelqu'un attend de vous que vous soyez sa flamme, sa torche, son guide. Et ça m'a beaucoup fait mûrir et grandir vite. Mais du coup, j'ai pas eu d'adolescence. Donc c'est ça. Dans toutes les situations, il y a du bon et du moins bon. Et suite à cet accident, vous êtes venu en France, car vous êtes né au Cap-Vert, hein, c'est ça? Absolument, oui. Je suis née aux îles du Cap-Vert, sur l'île de Santiago plus précisément. Et puis suite à cet accident, les infrastructures de santé n'étaient pas suffisamment développées pour sauver ma petite sœur. Donc on est parti d'abord au Portugal parce que moi je suis née, quand je suis née, le Cap-Vert était encore une colonie portugaise. Mais le Portugal n'était pas encore suffisamment développé non plus. Et on est arrivé au Portugal et ensuite on est allé en France où ma sœur a été hospitalisée pendant 2 années et c'est à partir de là que notre vie d'immigré a commencé. Et cette vie d'immigré alors, elle était comment? Oh, c'est alors déjà on est arrivé, on habitait à Belleville, mais Belleville de l'époque, pas le Belleville bobo que c'est devenu aujourd'hui. J'y retourne de temps en temps avec plaisir parce que je vois ce que c'est devenu et c'est absolument incroyable. Mais Belleville à l'époque c'était une ville un peu ghetto où on parquait les personnes qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Et c'est drôle parce que même quand j'y pense comme ça, j'en garde des souvenirs très très doux, très très agréables parce que on vivait les uns avec les autres, on vivait avec des Arabes, avec des Chinois, avec des Blancs, avec des Noirs. Et puis on se posait pas la question de qui avait quelle religion, qui appartenait à quoi, etc. Et pour moi, ça reste des souvenirs à la fois difficile parce que quand vous quittez votre petite île où vous connaissez tout le monde et puis vous arrivez dans un pays où il fait froid, où il pleut la plupart du temps, dont vous ne connaissez pas les règles, vous ne connaissez pas la langue, vous ne connaissez pas le mode de fonctionnement, ça demande énormément de capacité d'intégration, mais la force des enfants, c'est que ils savent s'adapter rapidement, mais en même temps des moments de joie, de plaisir, de découverte d'autres cultures, découvrir le couscous, découvrir le tchop, enfin plein de choses comme ça qui sont de très très agréables souvenirs. Et si je reviens sur vos études, vous avez fait un master de droit à l'université de Créteil dans le 94. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire du droit? Ce qui m'a motivée à faire du droit, c'est que mes parents étant illettrés, je les ai accompagnés très jeunes dans toutes les formalités administratives, les démarches à la mairie, enfin toutes les démarches que vous pouvez imaginer, j'étais présente et je me rendais compte parfois de l'humiliation qu'ils subissaient du fait qu'ils ne savaient pas lire et écrire. Quand mon père devait faire une croix sur un document parce qu'il ne savait pas écrire son nom, j'avais beau être petite, mais je voyais à la fois dans ses yeux la peine que c'était, la gêne et la honte qu'il pouvait ressentir parfois. Je voyais aussi dans le regard des autres un certain mépris qui me faisait mal, mais qui me faisait mal. Et en fait, j'ai réalisé rapidement que le fait de ne pas savoir lire, de ne pas savoir écrire, ça vous enlevait la moitié. D'abord, ça vous enlevait un peu de votre dignité, mais ça vous enlevait aussi votre capacité à vous défendre, à défendre vos droits, à comprendre ce qui se passe autour de vous, à analyser les situations et à en tirer le meilleur pour vous. Donc moi, à partir de ce moment-là, cette injustice que j'ai vu mes parents vivre parfois, elle s'est transformée en colère parce que je me disais mais c'est quand même pas de leur faute s'ils ne savent ni lire ni écrire. Certaines personnes étaient totalement bienveillantes, mais d'autres étaient très méprisantes. Et moi, j'avais décidé de faire du droit pour défendre les gens qui n'avaient pas la possibilité de se défendre seuls. Donc, ça a été mon leitmotiv. Ok, super. Vous avez fait du droit, mais vous ne continuez pas dans cette filière. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'allais vous poser la question. Allez-y.
Donc, je fais mon droit, ça me passionne. Et puis, quand j'arrive en licence, je commence à chercher un cabinet d'avocat pour faire mon stage. Et là, je me rends compte de combien c'est compliqué. Parce que pas de réseau, évidemment. Moi, le seul réseau que j'avais, c'était le réseau de mes parents et c'était pas le réseau dont j'avais Oui. nécessairement besoin. Je ne connaissais pas les bonnes personnes, je n'habitais pas au bon endroit, enfin voilà, donc c'était extrêmement limité. Et puis c'est par le biais du bouche à oreille que j'ai atterri un jour dans un cabinet d'avocats grâce à une réunionnaise, quelqu'un qui est devenu très très bonne amie, Solange, qui était avocate dans un cabinet dans le 16e, qui m'a accueillie en tant que stagiaire. Mais j'ai réalisé aussi que parce que je n'avais pas les bons codes, je n'avais pas les bons langages, je n'avais pas les bonnes connexions, eh bien, on ne me confiait que des dossiers de chiens écrasés, enfin, en fait, les dossiers dont personne ne veut. Et je me suis dit, mais enfin, c'est pas ce que je veux faire. Je voulais faire du droit, mais vraiment du droit pour avoir un impact, pas du droit pour traiter des dossiers qui sont pas stimulants ou qui ne changent pas la vie des gens. Et en réfléchissant, en fait, je me suis rendu compte que je m'étais trompée de voie parce que quand vous êtes avocat, vous défendez une partie et un autre avocat va défendre l'autre partie. Et les deux vont se battre becs et ongles pour que son client gagne parce qu'il est payé pour ça. Mais c'était pas la notion du droit que je me faisais parce que moi, je pensais au droit en tant que justice. Alors, c'est évidemment la responsabilité d'un avocat que de défendre son client, qu'il ait raison ou tort. Il est là pour chercher les arguments qui vont faire gagner son client, mais ça n'était pas ma notion de justice. Et je me suis rendu compte que ce que je voulais, c'est être juge, parce que le juge, lui, est là pour dire le droit. Et moi, à ce moment-là, je ne pouvais pas reprendre mes études pour devenir juge, donc je le suis devenue plus tard, D'accord. mais à ce moment-là, j'ai dû arrêter parce que vraiment ça me pesait, parce qu'il y avait des dossiers qui ne m'intéressaient pas, parce qu'il y avait des cas que j'étais censée défendre, mais dans lesquels je ne me sentais pas du tout à l'aise parce que ça allait contre mes valeurs, ça allait contre mes principes. Et donc j'ai arrêté. Et puis en discutant avec mon mari, il me dit mais si tu veux, on peut monter une boîte. Et je lui dis, mais comment tu veux qu'on monte une boîte? Moi, j'ai pas d'expérience, etc. Il me dit, ben, si, tu as l'expérience du droit, donc tu peux t'occuper de toute la partie gestion, HR, négociation contrat, etc., etc. Et puis, moi, j'ai le côté pratique et technique. Et effectivement, on a monté notre entreprise. Donc, il avait une expertise dans tout ce qui est isolation thermique. Et donc, on a monté notre petite structure. On a commencé à 3 et on est monté jusqu'à 30 personnes. Et ça a été une petite structure qui a très, très bien fonctionné. Et j'y ai pris énormément de plaisir. Et c'est là que j'ai découvert le monde des affaires. En plus, vous avez commencé hyper jeune. Vous aviez quoi, 25 ans? Absolument. Quand on a monté la boîte, j'avais même 23 Ah ans. ouais. J'étais encore toute jeunette, mais j'ai la chance d'apprendre vite parce que en fait, j'ai toujours beaucoup appris dans les moments de difficulté. La vie m'a prouvé que c'est surtout dans les moments où vous rencontrez des défis que vous allez chercher des ressources que vous ignorez posséder. Moi, quand je gagne, vous savez, il y a cette adrénaline, cette excitation de gagner, etc. Mais ça passe vite finalement. J'apprends pas grand-chose de mes succès. J'ai toujours beaucoup appris de mes échecs, en revanche. Et si je reviens à ces 10 ans d'entrepreneuriat, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les principaux enseignements que vous en avez tirés? Alors, d'abord, j'en reviens toujours au sens de la responsabilité, parce que être un chef d'entreprise, c'est pas gagner beaucoup d'argent, rouler en Porsche et se faire les meilleures soirées dans les meilleurs restaurants, etc. Être chef d'entreprise, c'est avoir la responsabilité de gens qui comptent sur leur salaire à la fin du mois pour payer leur loyer, pour aller en vacances, pour payer l'école de leurs enfants, etc., etc. Donc, j'ai ce sens de la responsabilité chevillé au corps. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les collaborateurs, les personnes que vous employez pour vous accompagner dans la performance de votre entreprise sont absolument fondamentales. Il y a des salariés qui font le succès d'une entreprise ou qui défont le succès d'une entreprise. Moi, je dirige aujourd'hui HP Afrique, où on a plus de 400 personnes qui travaillent sur le continent. Je ne suis pas en contact
avec les clients et les partenaires comme ces personnes-là le sont. Donc, si elles ne leur parlent pas bien, si elles ne leur donnent pas envie de travailler avec HP, si elles ne les motivent pas, vous savez quoi? Il y en a plein d'autres qui attendent et qui savent faire aussi bien que nous ce que nous faisons. Et j'ai souvent vu des individus faire la différence, gagner des deals, pas grâce à l'entreprise, mais grâce à leur engagement personnel. Et c'est pour ça que j'accorde énormément d'importance et de valeur aux personnes qui rejoignent ma structure, et je m'implique énormément dans le recrutement, quel que soit le niveau. Récemment, j'ai passé toute une journée à recruter des learners, des apprentis. Pourquoi? Parce que ces apprentis d'aujourd'hui peuvent devenir nos futurs collaborateurs de demain, et c'est important de choisir les bonnes personnes pour vous accompagner. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que la responsabilité d'une entreprise va bien au-delà du P&L, du bilan en fin d'année, des bénéfices ou des dividendes que vous distribuez. L'entreprise a aussi une responsabilité sociale qui est extrêmement importante. Et si je prends l'exemple de ce que nous vivons aujourd'hui, pendant cette période de Covid-19, vous voyez énormément d'entreprises mettre de côté le besoin de rentabilité, le besoin financier pour contribuer de manière gracieuse aux besoins que nous avons de combattre ce virus. Et je vais prendre un autre exemple. On parle en ce moment énormément de diversité, d'inclusion. Si vous êtes une entreprise qui ne recrutez que des personnes qui vous ressemblent, qui ont fait les mêmes écoles que vous, qui ont habité la même ville que vous, qui pensent la même chose que vous vous limitez énormément dans vos capacités à grandir et à servir vos clients. Moi, j'aime la diversité, pas parce que je suis issue de la diversité. J'aime la diversité, d'abord parce qu'elle nous rend tous plus intelligents, et ensuite parce que plus votre entreprise est diverse, plus vous êtes créatif, plus vous innovez, et mieux vous répondez aux besoins des clients que vous prétendez servir. Totalement en phase. Quand on parle de changement de vie, souvent on parle de ceux qui quittent le salariat pour aller vers l'entrepreneuriat. Mais vous avez fait le chemin inverse, car juste après votre entreprise de BTP, vous avez intégré France Télécom. Oui. Alors, la question que je me pose, c'est comment on passe du BTP à la télécommunication? Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça? Le hasard de la vie. Dites-moi en plus. Vraiment le hasard de la vie, parce que après cette belle expérience entrepreneuriale, moi j'ai appris quelque chose ma vie est faite de leçons en fait. Travailler en couple, ça n'est pas simple. Et là, en l'occurrence, notre entreprise a pris toute la place, à la fois dans notre couple, mais aussi dans notre famille. On ne vivait plus que pour l'entreprise. Donc, on n'était plus véritablement un couple, on est devenus des associés et des partenaires. Donc, à un moment donné, pour moi, ça ne faisait plus de sens de continuer de cette manière-là. Et j'ai décidé de quitter l'entreprise, et il a fallu que je me trouve un job. Et j'ai cherché, et l'entreprise qui m'a fait l'offre la plus intéressante à ce moment-là, c'était France Télécom, qui venait de s'ouvrir. Vous savez que, si vous vous en souvenez, France Télécom était une entreprise publique, et l'entreprise était en train de s'ouvrir, d'ouvrir son capital au privé, et il cherchait à recruter des personnes du monde privé. Et donc c'est comme ça que je suis arrivée chez France Télécom pour gérer l'administration des ventes, le service client, facturation, etc., etc. pour les PME, PMI. Et je suis arrivée là par mon expérience de PME, PMI. D'accord. Et j'ai beaucoup aimé travailler dans un grand groupe, parce que ce qui est merveilleux dans un grand groupe, c'est que vous ne vous posez pas la question toutes les semaines de est-ce que je vais pouvoir avoir tous les contrats dont j'ai besoin pour pouvoir payer tous mes salaires et toutes mes charges et tous mes frais. Donc il y a une diversité. D'abord, il y a des moyens que vous n'avez pas quand vous êtes une toute petite entreprise. Ensuite, il y a une diversité de profils qui est extrêmement intéressante. Et c'était un moment où l'entreprise avait besoin de personnes qui avaient un véritable mindset entrepreneurial, ce qu'ils n'avaient pas forcément, puisque c'était pour la plupart des gens des fonctionnaires. Et je précise que être fonctionnaire, c'est un statut. J'ai vu des fonctionnaires qui avaient un superbe esprit entrepreneurial et d'autres qui ne l'avaient pas du tout. Mais en tout cas, la culture de l'entreprise, c'était une entreprise publique et elle s'ouvrait au privé, donc il fallait des gens qui aient une expérience privée. Et moi, j'ai adoré cette transition
arrivé dans l'entreprise au moment où elle était en train de vivre elle-même une transition importante. Et moi, comme je suis quelqu'un qui aime construire, je suis arrivée au bon endroit au bon moment. J'ai à la fois apporté mes compétences, mon savoir-faire, mais en même temps, j'ai énormément appris de ce que c'est que de travailler pour un grand groupe français. Et c'est comme ça que j'ai intégré ma première grande boîte IT. Ok, vous êtes resté 3 ans chez France Télécom, puis vous êtes parti chez Dell. Alors là, on parle de 2 entreprises très différentes, l'une publique française et l'autre privée américaine. Quelles ont été les principales différences que vous avez remarquées entre ces 2 entreprises et qu'est-ce que vous avez dû apprendre? J'ai appris énormément de choses et je crois que la chose la plus importante que j'ai appris, c'est le business model américain. C'est foudroyant comme modèle. Je pense qu'au niveau mondial aujourd'hui, le business model qui prévaut, c'est le business model américain parce que quand vous parlez de performance, quand vous parlez de productivité, quand vous parlez de rentabilité, le leadership économique qui prévaut aujourd'hui, c'est le leadership américain, avec ses qualités et ses défauts. Et donc, j'ai appris ce que c'était que gérer des profils multinationaux, des cultures totalement différentes. J'ai appris ce que c'est que l'efficacité dans le business. En fait, ce qui est merveilleux quand vous travaillez pour des boîtes américaines, ou en tout cas ce qui est fantastique dans le mindset américain, c'est que tout est possible. Oui. Il n'y a pas de limite à ce qu'il est possible de réaliser. Et c'est ça que j'ai appris, en fait, chez Dell. Rien n'est impossible quand vous vous en donnez les moyens et quand vous êtes bien focusé sur votre objectif. Et concrètement, votre apprentissage, il passe par quoi? Alors, moi, je suis, chaque jour que Dieu fait, si je me couche sans avoir appris quelque chose, j'ai l'impression d'avoir perdu ma journée. C'est aussi simple que ça. Vraiment. Et vous savez combien dans nos métiers nous pouvons être piégés par le day-to-day et la manière dont j'apprends. D'abord, je lis énormément. On va en parler des livres tout à l'heure. J'écoute beaucoup de podcasts. Je regarde beaucoup de vidéos et ça, Internet, pour ça, c'est absolument incroyable. D'accord. Mais ma question, en fait, elle était plutôt dans l'entreprise. Par exemple, chez Dell, vous êtes entrée en tant que... Je suis rentrée en tant que sales manager. Voilà, en tant que sales manager. Et Ouais. vous avez fini directrice commerciale de l'Europe et du Moyen-Orient. Je pense que vous avez eu des obstacles, des difficultés auxquelles vous avez dû faire face tout au long de ce parcours. Oui. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous avez pu les surmonter. Alors, la première difficulté, c'est que vous arrivez dans une entreprise dont vous ne connaissez pas la culture. Il faut apprendre à parler la langue. Et vous quittez une entreprise française pour rejoindre une entreprise américaine. Vous quittez une entreprise telco pour rejoindre l'informatique. Et ben, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Vous êtes humble et vous partez de la base. Donc, j'ai appris ce que c'était que l'informatique, mais à la base. Et je peux vous dire que c'était un véritable challenge. Je vais vous expliquer comment. C'était un véritable challenge parce que du coup, je devais manager des gens dont je ne connaissais absolument pas le métier. Après, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a besoin d'être expert pour être manager? Vous n'avez pas besoin d'être un expert, mais si vous voulez être crédible et que vous êtes sales manager, il faut que vous sachiez ce dont vous parlez. Si vous voulez accompagner vos équipes, les développer, leur apporter de la valeur, il faut au moins que vous sachiez en quoi consiste leur job. Oui, je suis d'accord. Ok. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des cours, j'ai appris avec mes équipes, je me suis fait coacher, j'ai lu, j'ai regardé, en fait, tout ce que je pouvais trouver pour apprendre le monde du hardware, parce que c'était ça, on vendait des PC, des ordinateurs portables, on vendait des workstations, on vendait des serveurs. C'était un monde auquel j'étais totalement étrangère, mais la beauté de l'être humain, c'est que quand vous vous donnez un objectif et si vous voulez vraiment apprendre quelque chose, vous pouvez l'apprendre. Donc, j'ai étudié, appris, posé des questions les plus stupides aux questions les plus intelligentes. J'ai la chance d'avoir une qualité qui s'appelle l'humilité. Je n'ai pas honte de ce que je ne sais pas. Oui, il n'y a pas de question bête. Mais non, il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a que des réponses stupides. Vous savez, vous ne pouvez pas tout savoir. Même les personnes les plus brillantes du monde, elles sont brillantes dans un sujet,
mais vous les prenez, vous les mettez dans un autre domaine et elles vont paraître ridicules. J'aime beaucoup cette citation de Einstein qui dit chaque être humain a un talent, mais si vous demandez à un poisson de voler, vous le trouverez stupide. Eh ben c'est exactement ça. J'ai toujours eu l'humilité d'accepter que je ne sais pas tout. J'ai toujours eu l'humilité de demander quand je ne sais pas. Et j'ai l'humilité, et c'est pour vous dire jusqu'où ça allait, c'est que à un moment donné de ma progression chez Dell, j'ai rencontré le fameux plafond de verre. Et quand j'ai parlé à mon patron en lui disant, bon, c'est bon, j'ai fait mes preuves, donc je vais aller au-dessus. Et il m'a dit, mais oui, mais tu te rends compte, tu as déjà de la chance d'être arrivé là où tu en es, parce que tu n'as qu'un parcours universitaire. Et tu vois bien le niveau des gens qui sont ici. Ils ont fait l'ESSEC, ils ont fait l'INSEAD, ils ont fait HEC. T'as pas les bons codes. Eh ben, j'ai dit qu'à cela ne tienne. Je vais faire un executive MBA et j'ai repris mes études à plus de 30 ans pour avoir un executive MBA et pour parler la même langue, pour avoir les mêmes diplômes. En fait, moi, je suis hyper gênée. Ça me choque qu'on puisse encore penser comme ça. Il faut pas que ça vous choque, Enger. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les entreprises cherchent absolument à mesurer les risques qu'elles prennent quand elles vous confient une responsabilité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les enjeux parfois sont tellement importants qu'ils peuvent pas se permettre de faire des tests et des essais en se disant elle est pas mal, peut-être qu'elle peut y arriver. Parfois oui, mais parfois c'est juste pas possible parce que les enjeux financiers sont trop importants. Et les entreprises sont rassurées par les diplômes de certaines écoles parce qu'ils savent que ces écoles-là forment leurs étudiants au niveau qui est attendu et que donc cette course effrénée que nous avons à la performance, eh bien au lieu de prendre 1 an, ça va prendre peut-être 3 ou 6 mois parce que la personne est formée exactement de la manière dont l'entreprise l'attend. Oui, vous avez tout à fait raison. On est très bien formé à ça, mais de là à dire à une personne de repasser par cette case pour être promu, ça me dérange un peu, quoi. Alors, je précise qu'il ne m'a pas dit qu'il fallait que je repasse par cette case-là. Ah, d'accord, ok. Il m'a dit, quand je lui ai dit, mais pourquoi je peux pas avoir ce job? Il m'a dit, parce que tu n'as pas fait de grande école, parce que tu as un parcours universitaire, etc., etc. Mm. Et en fait, j'aurais très bien pu poursuivre ma carrière tranquillement. Ça ne gênait personne. Je performais là où j'étais. Sauf que moi, je ne voulais pas me contenter de ça. Mm. Je me suis toute seule donné ce challenge que de reprendre mes études pour avoir les bons diplômes parce que je savais que c'était l'environnement dans lequel je voulais évoluer. Mais c'est pas une évidence. Oui, c'est bien sûr. C'est pas une évidence, Enger, parce que certaines personnes ne l'auraient pas fait. Clairement. Parce que certaines personnes se seraient contentées de ce qu'elles ont, et c'est très bien. Il y a pas de bon ou de mauvais scénario. Le bon scénario, c'est celui qui convient à vos aspirations, à vos projets, à vos ambitions. Mais qui suis-je pour juger les gens qui décident de faire autrement? Je vous explique juste le choix que j'ai fait moi. Oui, c'est votre choix personnel, bien sûr. Autant que vous, quand il m'a dit ça, ça m'a choquée et ça m'a mise en colère. Mais après, en y réfléchissant bien, je me suis dit, mais si c'était mon entreprise, je chercherais moi aussi les gens qui ont les compétences dont j'ai besoin. Voilà. Et donc, j'ai pris ce chemin-là. Je trouve que c'est hyper intéressant ce que vous dites au sujet de la volonté et de l'ambition. Parce que moi, ce que je remarque, c'est que souvent, on peine à définir nos propres ambitions pour l'entreprise. Et ce qui se passe souvent, c'est que l'entreprise décide à notre place. Vous voyez? Et vous avez totalement raison. Moi, j'ai vu à plusieurs reprises des entreprises ou des managers, parce que c'est pas l'entreprise, c'est une personne morale. Ce qui donne vie à une entreprise, ce sont les individus, et ce sont les individus qui font et défont les codes. Et j'ai vu des managers promouvoir des collaborateurs parce qu'ils étaient talentueux dans le poste où ils étaient, mais la promotion a échoué parce que là où ils sont allés, ça n'était pas pour eux, parce que c'était trop tôt ou trop tard ou pas adapté, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important, quoi que vous fassiez, de toute façon, de manière générale, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, suivez vos intuitions et faites ce qui est bon pour vous. Pas
ce que vos parents vous demandent de faire, pas ce que vous pensez que la société attend de vous, pas ce que votre femme ou votre mari attend de vous, pas ce que vos enfants non, faites ce que vous pensez être bon pour vous, parce que c'est la meilleure manière d'assumer à la fois les succès et les échecs. Parce que mais oui, le nombre de personnes que j'entends dire, mais je l'ai fait parce que c'était pour faire plaisir à mes parents. Non, j'ai pas pris ce job parce que mon mari ne voulait pas. Non, j'ai pas fait telles études parce que mon prof m'avait dit que c'était pas bon pour moi. Non, non, non. Vous êtes unique. Vous avez des rêves uniques. Vous avez des ambitions uniques. Et tout cela vous appartient. Il ne faut pas laisser les gens décider pour vous de la vie que vous devez avoir. Ça, c'est vraiment important. Bien sûr, vous prêchez une convaincue. Dans ce podcast, je parle souvent de la traversée du désert et j'ai l'impression que c'est un peu ce que vous avez vécu juste avant de quitter chez Dell, à vos 40 ans. Quel était votre état d'esprit à l'époque? Rassurez-moi, quand vous avez fait votre MBA, vous avez été promu après, hein? Oui. Donc, je fais mon executive MBA. Je suis promue 2 fois. J'ai été envoyée en mission au Maroc pour monter une business unit from scratch. Ça a été une expérience absolument incroyable. Tout le monde en avait peur, mais quand vous sortez de votre zone de confort, c'est là que vous brillez le plus, quoi. Parce que quand vous faites partie de la masse, quand j'étais à Paris, j'étais un manager parmi d'autres managers et bon an mal an, on faisait tous la même chose de la même manière, on pensait tous de manière uniforme, etc., etc. Quand j'ai dû quitter la France pour arriver dans un pays que je ne connaissais pas, monter un projet, mais ça a été une expérience absolument extraordinaire. Et donc, j'ai énormément grandi à titre personnel et j'ai énormément grandi à titre professionnel. Ça faisait plusieurs années que j'étais dans la boîte, que j'ai évolué régulièrement. Comme vous l'avez dit, je suis rentrée sales manager. Quand je suis repartie, j'avais une équipe de 150 personnes dans les plus grands pays d'Europe, France, Allemagne, Angleterre, Suisse. Enfin, ouais, c'était absolument extraordinaire. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais ça fait 12 ans que je suis chez Dell. J'ai tout appris dans cette entreprise en termes de business management à l'américaine. Et je suis arrivée à un moment de ma vie où soit je reste encore et je vais être totalement estampillée Dell et j'aurai du mal parce que plus vous restez à un endroit, plus c'est difficile de partir. Et je connaissais ma valeur chez Dell, mais je commençais à me dire, mais est-ce qu'à l'extérieur, je serais aussi bonne que je le suis aujourd'hui? Je vois. Et puis l'autre chose qui m'a fait prendre ma décision, c'est que j'étais en Europe et je savais que le step au-dessus allait être très difficile à prendre parce que d'abord il y avait énormément de gens qui voulaient aller vers les États-Unis, il y avait des gens qui étaient beaucoup plus doués, beaucoup plus expérimentés que je ne l'étais et je revoyais le plafond de verre arriver et ça ne me va pas. Je suis pas quelqu'un qui aime à subir et la vie a ça de magique, c'est que quand vous êtes clair dans votre tête sur ce que vous voulez, il y a une forme de conspiration et les choses se passent. Paulo Coelho. Pour les auditeurs, hier, j'ai eu une longue discussion avec Elisabeth et on a beaucoup parlé de Paulo Coelho et de cette loi de la manifestation. Parce que ça m'a pris quand même du temps. Hein. On quitte pas une boîte dans laquelle on a été pendant aussi longtemps. Combien de temps vous a pris ce cheminement? Je crois que ça m'a bien pris 1 an. D'accord. Ça m'a bien pris 1 an où je me disais oh non mais là j'ai plus envie, où je sentais que ma flamme n'était plus aussi vibrante, où je sentais que mon énergie commençait à baisser. Et vous avez une responsabilité en tant que leader. Et c'est ce qui fait la différence fondamentale entre un contributeur individuel et un leader, c'est que quand vous êtes leader, vous avez des gens qui vous suivent, vous avez des gens qui vous regardent, vous avez des gens qui ont besoin que vous les portiez, que vous leur donniez l'énergie qui va bien. Et c'est une responsabilité que de ne pas trahir cette confiance-là. Vous pouvez flancher et vous êtes individuel contributeur, vous flanchez, votre job flanche, c'est pas trop grave. Mais quand vous flanchez et que vous avez une organisation de 100, 200, 300 personnes derrière vous qui flanchent, là,
c'est grave. Et moi, je n'ai pour l'instant pas attendu d'arriver au bout de mon énergie pour bouger. Petite question avant, je ne sais pas trop comment vos choix ont été dictés, mais je vois que souvent, quand on parle de quête de sens, on se sent souvent perdu parce qu'on n'a pas de passion spécifique, etc. Quels conseils vous pourriez donner à des personnes pour qu'elles trouvent leur voie? Ah, c'est une excellente question. Moi, je n'ai pas de recette magique. Je vais vous dire ce qui a fonctionné pour moi. En tant que petite fille née en Afrique, on m'a souvent dit ce qu'il fallait que je fasse de ma vie. On ne m'a pas dit que je pourrais un jour devenir astronaute ou médecin ou chef d'entreprise et encore moins diriger un grand groupe dans un continent aussi beau que le nôtre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours frustrée parce que j'ai toujours eu de grands rêves. Je me suis toujours vue faire de grandes choses. Ne me demandez même pas d'où ça me vient parce que Très bien, d'accord, je ne poserai pas la question. je suis incapable de vous le dire. Je suis incapable de vous le dire. C'est juste que j'ai toujours voulu avoir un impact positif là où j'étais. Même si c'est un tout petit truc. Et je vous donne un exemple tout bête. J'ai commencé ma vie en faisant des ménages parce que ma mère faisait des ménages et donc j'aidais ma mère à faire des ménages. Et ben même quand je faisais le ménage, je voulais que ce soit la maison la plus propre qu'on ait jamais vue. Vous voyez? Quand je faisais du babysitting, je voulais que les enfants me réclament à nouveau. Donc, j'étais la meilleure babysitter du monde. Donc, dans tout ce que je fais, j'ai cette volonté, cette envie, cette passion, cet enthousiasme à faire les choses le mieux que je peux. Et j'ai appris au fil du temps, parce que quand on ne vous donne pas la possibilité de rêver grand, vous vous limitez beaucoup dans vos ambitions. J'ai découvert au fil du temps que plus vous réussissez, plus vous avez envie de réussir, plus vous poussez les barrières et plus vous vous dites, c'est comme un sprinter qui court un 100 mètres, je sais pas, en 2 minutes. Et puis après, il va se dire, bah, je vais essayer de le courir en 1 minute. Ah ben attends, je vais essayer de le faire en moins d'1 minute. Ça, pour moi, c'est une vraie stimulation, c'est de pousser les limites à chaque fois qu'on le peut et voir jusqu'où on peut aller. Donc, bien sûr, au début de ma carrière, je voulais défendre la veuve et l'orphelin, mais la vie en a décidé autrement. Et j'ai appris à danser avec la vie, avec le bon et le mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous avez aussi su saisir les opportunités. Bah, en fait, il y a deux choses. Il y a à la fois savoir accepter les drames et les catastrophes, parce que la vie est faite de drames et de catastrophes. Savoir accepter échouer, se planter lamentablement et se relever. Et il y a à la fois savoir réussir, gagner et aller de l'avant. Il y a des gens qui ne savent pas accepter le succès. Moi, j'ai appris à l'accepter. La réussite. Parce que quand vous vous battez comme une damnée, quand vous faites des grandes études, que vous travaillez jour et nuit, que vous vous privez de sorties, de voir vos amis, que vous êtes enfermés pendant des jours et des jours pour avoir vos diplômes, et qu'après, quand on vous dit bravo, c'est super, et que vous dites oui, non, c'est normal. Ben non, c'est pas normal. Il y a énormément de travail et de sacrifices derrière. Bah, ça me parle tellement ce que vous dites parce que quand j'étais vraiment au fond du trou après mon burn-out, j'étais un peu comme ça, à me dire mais je n'ai rien fait d'incroyable, je sais pas ce que je vaux, blablabla. Donc on a une confiance en nous qui est vraiment réduite, hein, faut le dire. Et je trouve que dans ces situations-là, on a beaucoup de mal à apprécier ce qu'on a fait jusque-là, car ça nous paraissait normal. Mais c'est important. Enger, Vous voyez, cette voie toute tracée, la prépa, la grande école, le grand groupe, ça nous paraissait normal. oui, mais non, c'est pas normal. Parce que tout le monde n'est pas capable de le faire. Pensez à vos camarades étudiants qui ont abandonné parce que c'était trop pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Je pense que c'est le moule dans lequel on est. Ce qui est dommage, c'est que dans les entreprises, on se retrouve avec des personnes qui étaient dans les mêmes prépas que nous, dans les mêmes écoles que nous, et on ne challenge pas forcément nos modes de pensée. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime et que j'ai besoin de m'extraire de ce milieu pour me nourrir d'autres choses. Et vous avez totalement raison parce que, vous savez, ce qui est le plus dangereux dans notre monde aujourd'hui, c'est le conformisme. Moi, je suis toujours impressionnée quand
Alors mon histoire fascine un peu parce que les gens se disent mais vous êtes une extraterrestre. Pourquoi les gens se disent ça? Parce que malheureusement, il y a encore trop peu de gens, en tout cas de gens issus de la diversité, qui ont ce genre de parcours totalement atypique. Mais je connais plein de gens qui sont brillantissimes, mais qui n'osent pas et qui sont 10 000 fois plus brillants, plus intelligents et qui n'osent pas parce qu'ils sont totalement verrouillés dans leur culture, dans leur éducation, dans le qu'en dira-t-on, voilà. Et ça, c'est dommage parce que la vie, évidemment, la vie offre des opportunités extraordinaires. Bien sûr qu'il y a aussi plein d'embûches. Il faut accepter que les gens ne nous aiment pas, que ça les dérange de nous voir oser tenter des choses qu'ils n'osent pas. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est très très difficile de l'accepter. Ça demande une grande force mentale. Mais je ne sais plus qui a dit, on dit que tu es égoïste quand tu mets tes besoins avant ceux des autres. Ben, s'il faut être égoïste pour diriger sa vie comme on le souhaite, peut-être qu'il faut l'être. Parce qu'à côté de ça, vous voyez plein de gens qui mènent la vie qu'on attend d'eux et qui sont malheureux comme des pierres jusqu'à leur mort. Mm. Donc c'est des choix à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des choix. Et surtout, cette tranquillité qu'on a quand on est aligné, elle est juste incroyable. C'est la meilleure paix que vous pouvez avoir. Les gens cherchent la réussite et le succès à l'extérieur, alors qu'en fait, tout se passe à l'intérieur. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, car c'est une de mes questions de la fin. Qu'est-ce que la réussite pour vous? La réussite, pour moi, c'est faire ce que j'aime. Être entouré des gens que j'aime, c'est me battre pour ce qui me paraît important. Et c'est pousser les limites que je vois à chaque fois. À chaque fois que je pousse une limite, je suis heureuse. J'étais très heureuse d'être patronne de Lenovo en France parce que une femme noire issue de la diversité, parce que si j'avais été américaine, ça aurait pas été perçu de la même manière. L'une des choses qui m'a fait le plus plaisir quand j'ai été nommée directrice générale de Lenovo en France, c'est de voir que j'avais poussé une limite. Ah oui, pour le coup, vous avez percé un vrai plafond de verre. Exactement. C'est que des journalistes me disaient, mais parlez-nous de vous, de votre parcours, comment vous en êtes arrivé là. Et quand je parlais, eh bien, je voulais parler pour toutes ces femmes et ces hommes qui sont issus de la diversité et qu'on n'écoute pas parce qu'on ne les voit pas. Et pour moi, ça, c'était un cadeau du ciel. C'était pouvoir le faire, c'était un cadeau du ciel. Et puis, le nombre de jeunes filles et de jeunes hommes issus de la diversité qui m'ont écrit que je ne connais pas et que je ne rencontrerai probablement jamais pour me dire Madame, merci de nous montrer que c'est possible. Mais pour moi, c'est un cadeau inestimable. L'identification est très importante. C'est important les rôles modèles, mais oui. Je fais du mentorat chez Article 1, que vous connaissez très bien aussi, et Oui. je vois comment c'est important de pouvoir se dire c'est possible. Mais bien sûr, pourquoi c'est fondamental? Parce que vous ne pouvez rêver ou imaginer que des choses qui vous sont inspirées d'une manière ou d'une autre. Si vous ne savez pas que c'est possible, c'est difficile de vous dire tiens, je vais tenter ça. Et moi, ce que j'ai vraiment adoré, l'une des choses que j'ai adoré dans l'élection de Barack Obama, c'est le fait que vous puissiez dire à votre enfant, si tu travailles bien, un jour, tu pourras être président des États-Unis. Ce sont des symboles qui sont extrêmement forts et extrêmement importants. Et les symboles fonctionnent dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous habituez votre enfant, moi j'ai 2 filles, je ne voulais surtout pas les éduquer avec l'idée qu'il y avait plein de choses dans le monde qui leur sont interdites juste parce que ce sont des filles. Et encore moins parce qu'elles sont noires. Je veux qu'elles se disent que dans la vie, tout est possible dès lors qu'elles s'en donnent les moyens. Parce que on a aussi cette tendance à nous victimiser, parce que comme vous, je fais beaucoup de coaching, de mentoring, et je travaille beaucoup avec des associations de jeunes, mais aussi de femmes, etc. Et on a tendance à se victimiser et à se dire mais oui non mais je peux pas de toute façon je suis issue des banlieues quand ils voient 9-3 sur mon CV ou quand ils voient mon nom arabe sur le CV ou quand mais oui c'est vrai c'est une réalité
Et c'est une réalité que les femmes sont confrontées au plafond de verre. Et c'est une réalité que la misogynie existe. Et c'est une réalité que le racisme existe. Et c'est une réalité, tout ça, c'est vrai. Mais on a aussi plein d'exemples de gens qui, malgré tout, ils sont arrivés. Pourquoi? Parce qu'ils s'en sont donné les moyens. Et quand on est tous avec les mêmes moyens. Mais la manière dont on va stretcher ces moyens, dont on va pousser les limites, dont on va se sacrifier pour certaines choses, eh bien ça nous appartient. Et la réussite, elle est aussi liée à certains sacrifices. Et je vois des gens qui me disent, je veux réussir, mais qui ne sont pas prêts à faire les sacrifices. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement. Donc, il faut être clair sur les ambitions que l'on se donne. Enfin, tout le monde n'a pas besoin d'être excessivement ambitieux professionnellement. Moi, j'ai choisi le chemin du business parce que ça me paraissait être le chemin le plus court pour arriver à mes objectifs. Et mes objectifs à l'époque, c'était d'aider ma famille. Et je me disais que aider ma famille, ça passe aussi par des moyens financiers. Et donc, je suis rentrée dans le business. Mais c'était mon chemin de pensée. Mais une mère de famille peut aussi avoir l'ambition de donner à ses enfants tous les moyens dont ils ont besoin pour réussir. Les chemins sont très diversifiés. Il y a une multitude de possibilités. Ce qui est important, c'est que vous trouviez le vôtre. Oui, trouver sa voie, V-O-I-E et V-O-I-X. Exactement. Alors là, Elisabeth, je vais passer sur les questions usuelles du podcast que j'appelle le Tamis de Gatéméry. Vous me disiez tout à l'heure que vous lisiez beaucoup. Pouvez-vous me partager un livre qui vous a marqué et me dire pourquoi? Oui, il y en a deux que je vais vous partager. Le premier, c'est les... Oh non, il y en a trois. Non, il y en a plein, mais il faut bien que je choisisse. Alors attendez. Allez-y, vous pouvez me les dire. Si on ne dépasse pas 3, ça va. Alors, les Cerfs-volants de Kaboul. Ah, je l'ai pas lu celui-là. Vous l'avez pas lu, il faut que vous le lisiez. J'ai oublié l'auteur, mais vous le trouverez rapidement. Parce que, en fait, ce livre m'a marqué parce que on voit, je vais pas vous déflorer l'histoire, mais c'est l'histoire d'une amitié entre deux garçons, et c'est l'histoire d'une très très belle et profonde amitié sous fond de guerre et de désespoir. Il y a aussi de l'immigration, voilà, ce genre de choses. Mais c'est aussi l'histoire de notre humanité avec tout ce qu'elle a de beau et d'horrible. Parce que l'être humain est capable du pire comme du meilleur. Et ce livre m'a marqué grâce ou à cause de ça. D'accord, je le note. L'autre, c'est Sapiens. Je suis sûre que vous connaissez Harari. Harari? Bien sûr, je l'ai même lu 2 fois. Oui, hein. Je l'ai beaucoup aimé parce que je trouve que dans notre société moderne, enfin, ou en tout cas aujourd'hui, on n'a pas de vision à 360 degrés sur ce qu'est notre société, sur ce que nous sommes en tant qu'être humain, sur notre contribution à la vie, sur ce genre de sujet. Ce livre a l'art de nous faire prendre de la hauteur, quoi, clairement. Exactement. Et en fait, dans ce bouquin, vous avez de l'anthropologie, vous avez de la sociologie, vous avez de la technologie, vous avez des sciences, vous avez de la médecine, vous avez le passé, vous avez le présent, vous avez le futur. Et je crois que c'est important quand on est un leader d'avoir une vision à 360 degrés sur ce qui nous entoure. Vous avez fait une grande école, mais vous vous rendez bien compte de combien les grandes écoles ont tendance à nous formater aujourd'hui. On apprend à devenir des super business leaders, on apprend à parler, on apprend à gérer un PNL, on apprend, hein, mais il y a plein de pans de nos vies et de nos sociétés que nous ignorons. Et je trouve que c'est très dangereux. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais ce podcast, de pouvoir me nourrir des réflexions d'autres personnes qui ont des backgrounds, des parcours et des modes de pensée différents surtout. Ouais. Et donc le troisième livre ? Alors là, je suis en train d'hésiter parce que je pense que vous avez entendu probablement parler de ce film qui fait un tabac en ce moment que mes filles m'ont fait découvrir. C'est Le miracle de la cellule 7. Non, je n'en ai pas entendu parler.
Oh, bah, écoutez, alors, je vous raconte l'anecdote. Ma fille aînée, Anaïs, m'envoie un message et elle me dit, Maman, il faut absolument que tu vois ce film. Je l'ai vu, j'ai adoré, tu vas adorer, tu vas adorer. Et elle met trois petits points. Bon, c'est en turc, mais tu vas aimer. Ah, c'est le fameux film dont tout le monde parle d'un papa en déficience mentale? Exactement, avec un papa qui est voilà, et qui est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Voilà, c'est ça. Et c'est tiré d'un livre. Et comme je suis quelqu'un de curieux, je pense que vous l'avez compris maintenant, et j'aime bien aller à la source des choses. Et j'ai lu quelques extraits et je pense que c'est le prochain qui va me passionner. Bon, j'avoue, je n'étais pas trop dans un bon mood ces derniers temps pour regarder un film triste. Non, non. Alors justement, c'est un film triste mais plein d'espoir. D'accord, ok. Vraiment, vraiment. C'est un film triste, mais d'une beauté, tant par la manière dont c'est filmé que par la manière dont c'est raconté. C'est un film triste, doux et plein d'espoir. Bon, ok, vous m'avez convaincu. Je regarderai quand je serai un peu plus en forme. Alors, moi, je m'intéresse beaucoup à l'équilibre vie pro, vie perso. Je trouve que c'est assez important, en fait, d'avoir cet équilibre-là. Et est-ce que vous avez, vous, des principes ou des conseils à partager aux auditeurs pour avoir un équilibre vie pro, vie perso, ou des choses, en tout cas, que vous appliquez à vous-même, déjà? Quand on parle d'efficacité, en général, on oublie que les êtres humains, on est un tout. Quand on me parle d'efficacité, je pense tout de suite au boulot. Mais le boulot, pour bien le faire, eh bien, il faut que vous soyez aussi bien à titre personnel. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai une règle de base que je n'arrive pas tout le temps à appliquer, mais qui est très importante. Je travaille énormément en semaine. Je suis un bourreau du travail et mes responsabilités font que je travaille beaucoup. Et donc j'ai un engagement vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de ma famille, c'est de ne pas travailler le week-end. Sauf cas exceptionnel, je ne travaille pas le week-end. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour être efficace et compétente, j'ai besoin que mon cerveau soit bien, qu'il n'y ait pas de garbage à l'intérieur. Et donc, je fais du yoga et je médite en général le matin. Et je commence ma journée avec ça parce que ça me libère l'esprit. Et plus mon cerveau est libéré des soucis du quotidien, plus je suis créative et plus je suis compétente. Puis le troisième, c'est le sport, parce que je crois que on se doit de faire attention à nous. On se doit de faire attention à la manière dont on mange, à la manière dont on boit. Alors, je suis une épicurienne, donc je suis hyper gourmande. Ah, je vous comprends. Sur ça, on est tout à fait pareil. J'ai la chance de vivre dans un pays où on mange extrêmement bien. Ah oui, l'Afrique du Sud, pour le coup, on se régale, hein, clairement. Oui, absolument. Mais je fais attention parce que manger bien, ça ne veut pas dire se gaver. Il y a plein de choses qui sont extraordinaires à explorer dans la vie et je les explore, mais toujours avec minutie et avec attention. Je ne m'interdis rien, mais je n'abuse de rien non plus. D'ailleurs, petit aparté, je ne vous l'ai jamais dit, mais vous faites vraiment pas votre âge. C'est très gentil. Je prends ça comme un compliment. Bien sûr, c'est un compliment. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné? On m'en a donné plusieurs, mais je crois que le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est sois toi-même. Et comment est-ce que vous progressez de manière personnelle? J'apprends tous les jours, tous les jours, tous les jours, j'apprends. Je suis extrêmement attachée à mon développement personnel, apprendre à faire des choses que je ne savais pas faire avant. En fait, j'ai pas peur de prendre des risques parce qu'à chaque fois que je prends des risques, j'apprends quelque chose de nouveau. Donc, je lis beaucoup. Vous savez, moi, je travaille dans un secteur qui est en plein boom et pas que depuis le Covid-19. Hein. Je pense fondamentalement que les technologies sont en train de changer le monde. Certaines personnes ont peur de la place que prennent les technologies dans nos vies, mais regardez cette période de confinement. Sans les technologies, nous ne pourrions pas rester connectés avec les personnes que nous aimons. Nous ne pourrions pas travailler malgré tout. Nous ne pourrions pas acheter normalement. Voilà, j'aime les technologies parce qu'elles peuvent nous apporter énormément de choses. Et sur le continent en particulier, vous voyez le boom du téléphone, c'est pas juste un effet de mode, c'est parce que c'est
utile. On parlait tout à l'heure des livres. J'ai préfacé récemment un livre sur l'intelligence artificielle, mais surtout parce que c'est remettre l'humain dans le monde des technologies. Je pense que c'est extrêmement important, quoi que nous fassions, de systématiquement chercher à devenir meilleur que ce que nous étions hier. Pour moi, ce qui est important, ça n'est pas de me comparer à quelqu'un d'autre, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera meilleur que moi, et dans plein de domaines. Ce qui est important pour moi, c'est de me comparer à ce que j'étais hier, à ce que j'étais il y a 1 an ou il y a 10 ans, et de voir le chemin que je fais. Et j'espère que dans 1 semaine, dans 1 mois ou dans 10 ans, je serai encore meilleure, parce que j'aurai appris à faire des choses que je ne sais pas faire aujourd'hui. Et ça n'est pas forcément que professionnel, c'est à la fois professionnel et personnel. Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai pas pu passer beaucoup de temps avec mes filles parce que j'étais par Mons et par Vaux. Et ben j'espère que je vais pouvoir leur apporter davantage. Il y a des choses que je ne sais pas faire. J'aimerais apprendre à jouer du piano. J'aimerais apprendre à faire des plats autres que ceux de mon pays. Voilà. Donc tout ce que j'apprends m'enrichit. Et c'est ce qui est voilà, c'est ce qui est important pour moi. Merci beaucoup, Elisabeth. 2 semaines après cet enregistrement, Elisabeth a été nommée par le gouvernement de Jean Castex. Je me suis dit qu'il serait dommage de ne pas savoir l'envers du décor de la prise de poste de Madame la ministre. C'est donc 8 mois plus tard que je la retrouve dans son ministère pour avoir une nouvelle conversation avec elle que je vous présenterai la semaine prochaine. Donc ne ratez pas cet épisode, ce sera lundi prochain sur toutes les plateformes d'écoute. Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Retrouvez toutes les références dont on a parlé dans le descriptif de l'épisode ou sur le site internet www.gatemery.com. Si vous voulez me contacter pour me donner votre feedback, pour me poser des questions ou tout simplement me proposer de nouveaux invités, j'en ai pas mal sur ma liste, mais comme dit l'adage, plus on est, plus on rit. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, Instagram @gatemery ou bien sur LinkedIn en tapant Ngeur, N'_G-E-U-R. Je serai ravie de vous lire. Dernière chose, très importante pour moi, c'est de m'aider à faire connaître ce podcast en mettant une note ou un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou tout simplement en partageant l'épisode que vous venez d'écouter si vous a été utile à d'autres personnes. N'oubliez pas de vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas rater les prochains épisodes. Portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine.